un podcast Binge Audio. Si on arrive à avoir l'information, le lundi à Maradi, c'est le jour de la réunion d'équipe. Une réunion qui se tient dehors, dans la cour, avec tous les services, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de MSF Maradi. Pas de table, ni de chaise, tout le monde est debout. Je me fais le plus discret possible. Le ton et les mines sont graves. 2 membres de l'équipe MSF Zinder ont succombé la veille de leurs blessures. Un incendie s'est déclenché dans un hangar où des centaines de litres de carburant étaient stockés. Situé à 235 km de Maradi, Zinder est la 2e ville du Niger en termes de population. L'autre sujet du jour de cette réunion, c'est l'enlèvement d'une maman et de son enfant à la sortie d'une consultation dans un centre de santé proche de la frontière avec le Nigeria. Les prises de parole sont précises, car le temps de chaque participante et chaque participant est compté. Je me retourne vers Eric Nassouri. Il est le coordinateur du projet MSF Madaronfa. C'est lui qui anime la réunion générale chaque lundi à Maradi. C'est un peu une opportunité de partager les informations sur le fonctionnement du projet à tout le monde. Parce qu'en général, on fait des réunions un peu par département, par service. Ça ne donne pas l'occasion à tous d'être présents. Et là, ça donne l'occasion à tout le monde, de tous les départements, de tous les niveaux dans le projet, d'être là et d'assister aux infos. Et surtout, ça nous permet de collecter des informations sécuritaires qui peuvent nous aider aussi à prendre des décisions sur nos opérations. Quand nous avons des informations de ce type qui nous font cas d'incidents sécuritaires qui se sont déroulés dans des zones où nous intervenons, nous maintenant par derrière, nous devons checker ces informations sur le terrain, vérifier quelle est l'ampleur de la situation. Est-ce que c'est une situation qui va avoir des impacts sur nos opérations? Si on pense qu'il y a des risques, on évitera d'envoyer nos équipes sur le terrain, le temps de s'assurer que tout est clean. On vérifie, on check, on cross-check et après maintenant, on laisse les équipes aller sur le terrain. Il n'y a pas de risque zéro, mais au moins on se dit qu'on a fait un max de check de notre côté avant de laisser les équipes aller sur le terrain. Vous avez abordé en intro et en conclusion le pic à venir. Comment, en tant que responsable des activités de MSF ici dans la région de Maradi, comment vous appréhendez ce pic qui va commencer dans quelques semaines, voire même quelques jours? On se prépare déjà depuis le début de l'année à cela. On a quand même de l'expérience au niveau du projet et MSF par rapport à la gestion de ce pic. On s'y prépare. On ne peut pas toujours dire qu'on sait ce qui va nous tomber dessus parce que ça varie d'une année à l'autre. Mais en tout cas, nous avons les outils, nous avons les chronos, on s'organise, on se prépare et on pense que, sauf situation inattendue, ça devrait le faire. Pourquoi vous êtes confiant? Je ne vais pas dire optimiste au moins, confiant. Sur le projet, on a de l'expérience par rapport à ça. On sait comment organiser les choses. Dans tous les départements, les gens sont au taquet. Chacun sait exactement ce qu'il faut préparer. Nous, par derrière, c'est juste s'assurer que tout le monde avance selon le chronogramme pour éviter qu'on soit surpris. Parce que la routine aussi fait que des fois, on oublie un peu le chronogramme de préparation, d'anticipation du pic. Donc, là, il y a beaucoup de routines c'est important aussi à gérer. Et donc, si tu ne suis pas en même temps et la routine et la préparation du pic, c'est là qui peut nous faire des surprises désagréables. Mais pour le moment, on pense qu'on est dans les temps. Médecins sans frontières est au Niger depuis 1985 et son intervention n'a jamais été un long fleuve tranquille. Si pendant un temps, les relations avec les autorités de Niamey ont été bonnes, il y a eu aussi des épisodes d'incompréhension, de crispation, voire de tension avec les différentes autorités du Niger. Fin 2008, par exemple, MSF a perdu son autorisation de travailler dans la région de Maradi. Pourtant, c'est à cette même période que la région de Maradi avait été frappée par une sécheresse historique et une invasion de criquets durant la saison des pluies. Comme dans de nombreux autres pays, la nutrition est un sujet hautement inflammable et les pouvoirs politiques ont toujours le dernier mot. Les autorités sanitaires du Niger, à l'époque, avaient donc demandé l'arrêt total du programme nutritionnel de MSF France dans toute la région de Maradi.
Si les autres sections suisses, néerlandaises ou espagnoles avaient pu continuer à travailler dans les autres régions du pays, la section française de MSF n'a pas remis les pieds à l'hôpital de Madaronfa jusqu'en 2010. Alors pour pallier leur absence, c'est l'ONG Forsani, créée quelques années plus tôt par le docteur Souleymane Harouna et d'autres jeunes médecins, qui a repris au pied levé les activités de lutte contre la malnutrition. En tant que coordinateur de projet de Forsani, le docteur Souleymane Harouna s'est vite retrouvé en première ligne. Il me reçoit dans un bureau au siège de cette ONG nigérienne à Niamey. Dans les années 2005 encore, on avait le système où chaque enfant malnutri était gardé en hospitalisation jusqu'à guérison. Donc les mamans, quand elles venaient, elles faisaient 2 mois, 3 mois au niveau du centre de prise en charge. Quand vous arrivez, c'est vraiment tout un marché, quoi, les centres de prise en charge. Moi, je me souvenais, pour aider les mamans à pouvoir supporter ces changements du village au centre de traitement, qui est quand même un hôpital, on organisait même des activités récréatives pour les mamans, histoire un peu de les déstresser. Voilà, on organisait un peu de musique traditionnelle pour que les femmes dansent, voilà, et qu'elles célèbrent un peu l'évolution de leurs enfants et voilà, leur permettre en tout cas de supporter ces départs du village pendant quelques semaines pour pouvoir rester aux côtés de leurs enfants dans les centres de prise en charge qui prenaient beaucoup de temps. Mais avec le développement de ces produits, de cette pâte qui a permis de pouvoir traiter l'enfant à domicile avec la contribution de sa maman, c'est-à-dire, dans un premier temps, on sensibilise la maman, on lui montre comment ça marche, on lui montre comment on utilise les produits et on lui fait confiance sur le suivi de son enfant. Donc, on donne le produit à la maman, elle se rend à la maison et c'est elle qui donne le produit à l'enfant jusqu'à un délai d'1 semaine où elle va revenir au niveau de la structure de santé et on va réévaluer l'enfant. En fonction de la situation, c'est où on lui augmente d'autres produits à lui donner, c'est-à-dire d'autres aliments, d'autres pâtes alimentaires à lui donner à la maison jusqu'à la guérison définitive, ou si ça n'a pas évolué comme on le souhaitait, malheureusement, on pouvait demander à la maman de rester pour que son enfant soit hospitalisé afin qu'il soit suivi de manière beaucoup plus rapprochée. Donc, cette situation a fait que des gros centres qu'on avait en 2005, on est arrivé à décentraliser les traitements, à les ramener beaucoup plus proches des bénéficiaires, beaucoup plus proches des familles. Donc, pour les enfants les plus compliqués qui n'arrivent pas à manger la pâte alimentaire telle qu'on les voulait, donc il n'y a que cette catégorie des enfants qui vont rester faire 1 semaine. Les autres, dès les premiers contacts, si en tout cas on considère que l'enfant garde toujours un bon appétit, c'est-à-dire la capacité à ingérer, à manger la pâte alimentaire telle qu'on le souhaitait, on va juste lui donner son traitement, il va retourner au village et on lui redonne un rendez-vous dans 1 semaine. Et ça a été une véritable révolution en ce sens que ça a permis de prendre énormément d'enfants avec très peu de moyens parce que cette fois-ci, l'hôpital a été réduite vraiment, comment on dit, comparé aux premières années de traitement où il fallait de grands hôpitaux pour prendre des gens pendant longtemps, 1 mois, 2 mois. Retour à l'hôpital de Madaronfa, je croise Marie-Florence à Sorba, sous une tente destinée à recevoir les enfants placés à l'isolement suite à une infection à des maladies transmissibles telles que la gale ou la varicelle. Marie-Florence se dit prête pour le pic de malnutrition, même si elle avoue qu'une forme de colère commence à la gagner, une colère face aux situations tragiques que vivent les mamans des enfants malnutris. Beaucoup de mamans souffrent, financièrement et psychologiquement. Donc une maman qui est délaissée par un mari avec 3 à 4 gosses, sans aucune source de revenus, elle sera obligée de chercher. Et elle a cherché, elle n'en a pas eu. Maintenant, ces genres de mamans, elles viennent au niveau du CRENAS, où normalement, on a des assistants qui sont là pour la sensibilisation. À chaque moment, on sensibilise les mamans qu'il n'y a pas un autre traitement de la malnutrition en dehors du PPN. Donc du coup, on les sensibilise d'abord et on a quelque chose qui est très capital au niveau du CRENAS, c'est quoi? C'est le test d'appétit. Tout enfant qui vient, on essaie
dire à la maman de laver les mains. Si c'est un enfant qui est assez grand, il se lave même lui-même les mains. Maintenant, on coupe le sachet de plampinette pour apprécier l'appétit. Dans le cas où l'appétit est bon, en ce temps, l'enfant continue au niveau de la consultation infirmière. Si l'enfant a un test médiocre où il y a peut-être des vomissements ou bien une anorexie qui est là, nous, à notre niveau, le seul critère d'anorexie, c'est un critère de référence. Au Niger, à cause de la répétition des cycles chaque année, la malnutrition est devenue une question de santé maîtrisée sur le plan médical. En revanche, de nombreux acteurs refusent qu'elle devienne une sorte de fatalité. Sidikou Idrissa est coordinateur de projet pour la coalition Tous Unis en faveur de la nutrition. Ce socio-anthropologue effectue des plaidoyers depuis 5 ans pour que l'État du Niger respecte ses engagements vis-à-vis de la lutte contre la malnutrition. Un haut-commissariat rattaché à la présidence du Niger impulse et supervise toutes les politiques en matière de nutrition. Ce haut-commissariat est d'une importance capitale. Il n'a pas d'ailleurs été balayé par le putsch à Niamey du 26 juillet 2023, même si Ali Beti, le haut-commissaire, a été, lui, démis de ses fonctions. Si la situation au Niger a bien changé depuis mon échange avec Sidikou Idrissa, le coup d'État de l'été 2023 n'a évidemment pas empêché le déclenchement du pic de malnutrition. Et pour Sidikou, quel que soit le contexte politique à Niamey, la société civile doit pousser l'État du Niger à tenir ses promesses pour non seulement sauver la vie des enfants, mais aussi la préserver en sortant de la pauvreté des millions de mamans nigériennes. Actuellement, ce qui dérange beaucoup, c'est vraiment la malnutrition chronique qui touche à peu près 47% des populations selon l'enquête SMART 2022. Et cette malnutrition chronique aussi est liée à ces facteurs socio-économiques vraiment et culturels qui gangrènent vraiment la situation, quoi. Donc, là, dans un ménage ou dans une famille où les mères sont analphabètes, les mères sont pauvres, ces familles-là ont plus de chances d'avoir un enfant malnutri que dans une autre famille où les conditions de vie sont différentes. Donc, raison pour laquelle cette malnutrition touche beaucoup plus les populations défavorisées, les populations qui sont diminuées, les populations qui n'ont pas assez de moyens, où la pauvreté vraiment est endémique. Donc, c'est vraiment la situation générale du Niger, le Niger étant un pays pauvre. C'est ce qui fait que chaque année, nous enregistrons des cas de malnutrition, toujours liés vraiment à ce contexte socio, vraiment économique et culturel dans le pays, quoi. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur ces aspects-là, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'analphabétisme et aider vraiment les femmes à alléger leur quotidien, leurs travaux quotidiens. Ça va vraiment pas permettre beaucoup plus d'améliorer vraiment les conditions de vie des mères et des enfants. Quand vous dites que ça vous dérange beaucoup, c'est quoi? C'est le fait qu'on arrive à identifier, qu'on arrive à diagnostiquer cette malnutrition et qu'elle reste toujours présente? C'est ça qui vous dérange? C'est vrai, maintenant, avec l'appui de tous les partenaires, la malnutrition est diagnostiquée même au sein des familles, au sein même des foyers, parce qu'avec le périmètre barrière qui permet d'identifier si un enfant est malnutri. Donc le bracelet avec les mesures. Les mesures là, donc tout le monde maintenant a cet outil-là de mesure, parce que toutes les familles en ont pour que vraiment ils puissent suivre quotidiennement l'évolution des enfants dans les ménages. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a fait changer beaucoup de choses. Donc en fait, c'est à partir du moment où on voit, puisque c'est un bracelet avec des couleurs rouge, jaune et vert, donc à partir du moment où il tombe dans le jaune, on commence à se dire attention, et quand c'est dans le rouge, là, c'est la malnutrition sévère. Et je pense que toutes les mamans, tous les papas également sont informés. Tous les gens qui gardent les enfants sont informés de cette situation. Ils sont assez sensibilisés. Pas de lassitude, pas fatigué, pas épuisé? Non, on n'est pas fatigué parce que c'est notre rôle principal. C'est vraiment d'amener toutes les composantes de la communauté. Vraiment, c'est notre idéal vraiment de vaincre la malnutrition dans le pays. Pas de fatigue non plus à l'hôpital de Madarumfa. Dans toute l'enceinte hospitalière trônent des arbres centenaires
Des milliers d'oiseaux habitent ici et chantent donc au moment où tout le monde est sur les starting blocks. À quelques semaines, quelques jours même du déclenchement officiel du pic par le ministère de la Santé, Amadou Dembélé, le médecin référent de MSF à Maradi, sort d'une longue journée marathon où il a enchaîné des entretiens d'embauche. MSF finalise ses derniers recrutements pour éviter toute mauvaise surprise, car un manque de personnel peut s'avérer fatal pour la vie d'un enfant malnutri. Il est bientôt 16h à Madarumfa et juste avant de monter dans le véhicule pour retourner à Maradi, Dr Amadou Dembélé se livre. On a l'impression qu'on est dans une zone réservée aux oiseaux là. Vous avez fait ces entretiens et il y a les oiseaux qui chantent autour de vous, il y a des nids partout. Ah oui, mais c'est pacifique, hein? Ouais, c'est la nature. Ça sous-entend qu'on n'est pas déconnecté de la nature. C'est une bonne chose. Ouais. Ça sous-entend que même les malades qu'on traite sont dans leur environnement naturel. Donc une cohabitation avec les oiseaux, c'est bien. On est à quelques semaines de la période qui va être l'une des périodes les plus importantes de l'année avec ce pic nutritionnel. Comment vous l'abordez en tant que médecin référent? Actuellement, on est en cours de planification intense. C'est-à-dire que du point de vue logistique, du point de vue RH, du point de vue médical, tout le monde est debout. La preuve, le lundi prochain, on va présenter le plan de déclenchement du pic. MED, admin, donc tous ensemble dans la salle de réunion pour voir qui doit faire quoi et quand, avec quoi et comment. Donc on est en pleine préparation comme ça. Donc ensuite, côté logistique, par exemple, les 2 tentes là, on les a montées il y a juste 2 jours. Hein, parce qu'on avait fait un petit pic il y a 48 heures. Donc des 80, on était parti à 110, 115. Donc maintenant, pour prévenir d'être bousculé par le nombre de patients alors qu'on n'a pas de lit, voilà les 2 tentes qu'on a montées. Heureusement, ça a diminué un peu. Donc c'est pour dire que l'équipe est sur le qui-vive. Donc pour répondre à tout afflux massif des patients à tout moment. Et comment vous appréhendez ce pic-là, même si vous êtes habitué des flux et des flux d'enfants qui arrivent avec des mamans dans un mauvais état, les enfants? C'est pas une situation normale. En tant que médecin, c'est pas quelque chose qu'on accepte. Oui, bon là, la particularité comparativement à d'autres pays est que le Niger est proche du Nigeria. Et dans nos datas, le nombre de patients venant du Nigeria n'est pas négligeable. Moi, c'est la seule particularité qui me fait peur. Parce que si on se limitait aux populations du pays, là, moi, je ne vais pas m'inquiéter. Mais comme on n'a pas la maîtrise des populations de l'autre côté de la frontière, donc c'est la seule chose qui m'inquiète. Parce que toutes les planifications qu'on peut faire, ça ne peut pas être basé sur base des populations. Donc ça veut dire qu'on peut être surpris à tout moment. Ouais. Ce discours serein et plein de détermination du docteur Amadou Dembélé me rassure. Je garde en tête l'image d'un des jumeaux et de Bouli, sa maman, que j'ai croisé à l'hôpital de Madarumfa. Bouli avait le sourire à la fin de notre échange, car grâce à son admission dans le centre de réhabilitation nutritionnelle intensif, son enfant a eu la vie sauve. Mais je me demande, comme pour tous les autres bébés survivants de la malnutrition que j'ai croisés sur ma route, au Niger, que va devenir le fils de Bouli ? Quelles séquelles, quels souvenirs va-t-il conserver de cet épisode? Et surtout, quand il deviendra grand, saura-t-il prémunir ses propres enfants de la malnutrition? Merci à Moïse Gomis pour cette série documentaire réalisée par Paul Berthiaud, une coproduction entre MSF et Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.